à tous, j'espère que vous avez pu bien profiter de tous les différents formats qu'on a eus cet après-midi. Donc là, on va un peu changer de thème, toujours dans la tech évidemment est-elle le futur. On va s'intéresser à l'IA et la musique. Est-ce que l'intelligence artificielle et la musique font bon ménage? Est-ce que les contours de la créativité peuvent être dépassés par la tech et par l'intelligence artificielle? Et pour ça, je vous propose d'accueillir donc un monsieur qui est compositeur, musicien, scientifique, pionnier, qui a travaillé dans des grands laboratoires de recherche comme celui de Spotify ou de Sony. Donc je vous propose de faire un tonnerre d'applaudissements à monsieur François Pachet. Est-ce que ça marche? Oui. Je dois être le seul à avoir des slides ici. Si j'avais su, j'aurais trouvé un autre système. Mais... Donc oui, je vais essayer de parler un petit peu de la situation, ce qui se passe avec l'IA et la musique. En quelques mots, bon, il se passe beaucoup de choses, mais je vais essayer de résumer ce qui, à mon avis, est important. Mais avant de parler d'IA, je vais parler de musique, justement. Et un truc que personne ne dit, c'est que depuis quelques années, je ne sais pas exactement, 10 ans, 15 ans, notre société occidentale, riche et tout ça, a changé d'état. On était avant dans une société de la rareté. C'était difficile d'avoir de la musique. On achetait des disques, des CD. Moi, j'en avais beaucoup quand j'étais jeune. Je devais en avoir 50. Mais aujourd'hui, cette rareté a disparu. On est dans une société que les ethnologues appellent une société d'abondance. C'est-à-dire, il y a tout. Tout est là. Tout est là, très 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 bon marché, voire quasi gratuit, ça dépend. Et c'est vrai pour la musique, c'est vrai pour le cinéma, c'est vrai pour les livres d'une certaine manière. Et ça, personne n'en parle, c'est dommage, parce qu'avant de parler d'IA, qui arrive dans ce paysage, on pourrait dire presque dévasté, parce que la conséquence du fait qu'on est dans une société d'abondance, c'est que les choses n'ont évidemment moins de valeur. Quand les choses sont rares, elles ont de la valeur, pas simplement commerciale, mais aussi culturelle. Quand il y a un déluge constant, c'est évidemment la situation différente. Et donc les ordres de grandeur, il y a à peu près 100 millions de titres sur une plateforme de streaming standard. 100 millions, c'est beaucoup. C'est 100 000 fois plus que moi quand j'étais jeune, disons. Et tous les jours, il y en a 100 000 de plus, environ. Donc non seulement il y a beaucoup, mais il y a aussi une production exponentielle. Donc on est dans un paysage dévasté dans le sens où, oui, les choses, la valeur, comme on entend beaucoup parler, des problèmes de rémunération des artistes, tout ça, mais il y a des problèmes effectifs. Mais il y a d'abord, avant tout, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de tout. C'est vrai pour la musique, c'est vrai pour tout la culture numérique. Au passage, les sociétés d'abondance, c'est les sociétés primitives. Quand la société devient sophistiquée, les biens deviennent rares. Donc on est dans un état qu'on n'a jamais connu et qu'on a toujours voulu. On a toujours voulu, depuis les Grecs, depuis l'invention de la démocratie, l'idée c'est que tout le monde puisse accéder à tout. On a toujours voulu, on ne l'avait pas, et là maintenant on l'a. Et on se rend compte que c'est compliqué. Donc ça c'est le paysage. Après, on va parler d'IA, très vite. Bon, je vais dire quelque chose qui est un peu je vais enfoncer une porte ouverte, mais je crois que ça n'a pas été vraiment dit. Il y a deux types de problèmes dans la vie. Il y a les problèmes bien posés, et puis il y a les problèmes mal posés. C'est quoi un problème bien posé? C'est un problème pour lequel on est capable de dire qu'est-ce que c'est une bonne solution. Par exemple, jouer aux échecs, un coup aux échecs, il est bon si à la fin on gagne. Reconnaître un visage, on sait si c'est bien, si c'est le bon ou si c'est pas le bon. Reconnaître une tumeur dans une radio, on sait, c'est un problème bien posé. Et puis il y a les problèmes mal posés. Je propose une définition de l'art. L'art, c'est l'ensemble des activités qui sont mal posées. C'est-à-dire on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas dire, on ne sait pas donner une fonction d'évaluation qui va dire cette mélodie, elle est belle, elle est jolie, ce texte, il est intéressant, cette photo, elle est belle. On ne sait pas. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'art. Et tout le problème qu'on a aujourd'hui avec l'IA générative ou pas,
qui est appliqué au domaine culturel, c'est qu'on utilise des technologies qui ont été conçues pour des problèmes bien posés et on les applique à des domaines mal posés. Et donc ça fait des trucs bizarres. Alors, il y a quand même des problèmes bien posés en musique. Il y en a essentiellement deux, enfin il y en a beaucoup d'autres, mais les deux plus importants. C'est le premier, c'est la séparation de sources. Une fois j'étais à la radio, on m'avait demandé de commenter ce que c'était que la séparation de sources. Je disais, voilà, vous avez un morceau avec plein de pistes, vous voulez les séparer. Et la journaliste ne comprenait pas le problème. Elle me dit, mais quand vous allez dans un studio, vous les mélangez bien, donc c'est quoi le problème ? Le problème, c'est de faire le contraire. Donc, c'est comme si vous faisiez des crêpes, vous mélangez de la farine, du beurre et du lait, et vous avez de la pâte, et puis après vous dites, je veux juste la farine. Vous voyez, là, ça devient plus compliqué. Voilà, là, elle avait compris. Et ce problème-là, il a été très longtemps très compliqué. Séparation de sources. On a plusieurs personnes qui parlent en même temps, c'est très difficile de les séparer. On a des instruments qui jouent en même temps. Aujourd'hui, un titre de musique, c'est des centaines de pistes. C'était un problème très compliqué, les chercheurs qui passaient toute leur vie à faire ça. Le problème, il a disparu, il est entièrement résolu. Il est bien posé. Il est bien posé parce qu'on a plein d'exemples de titres avec les SPI séparés et la version mixée. Donc on peut utiliser des algorithmes d'apprentissage, deep learning et compagnie. Et donc ce problème, il est résolu. Donc on a de la séparation de sources. Alors ça change beaucoup de choses en musique parce qu'on peut dire, voilà, je voudrais la basse de ce titre-là avec la batterie de ce titre-là et la voix de ça, et ça marche, on sait le faire. C'est pas de la génération, hein, c'est de la séparation. Le dernier titre des Beatles qui est sorti l'an dernier, dont tout le monde a dit il est fait par IA, non, il n'a pas été fait pour IA. L'IA a séparé la voix de John Lennon d'une vieille cassette, ce qui était un problème qu'on ne savait pas résoudre. Ensuite, ils ont récupéré la voix, mais la chanson existait, et tout le reste a été fait par les Beatles survivants. Mais le titre n'a pas été généré par l'IA, il a été fait grâce à l'IA. Le deuxième problème dont on parle beaucoup, c'est la synthèse de la voix chantée. On peut faire chanter n'importe qui maintenant, de manière quasi parfaite. Ce problème, c'est un très vieux problème. Les gens ont travaillé dessus depuis les années 50, 60. Et maintenant, c'est résolu, quasiment. C'est parfait. Ça pose d'ailleurs des problèmes de droit, évidemment. Mais techniquement, ce sont des problèmes bien posés. Et donc, on peut dire aujourd'hui, un problème bien posé pour lequel on a des données, l'ordinateur, le deep learning fera mieux que l'homme, quasiment à tous les coups. Bon, mais il n'y a pas que des problèmes bien posés en musique. Et le problème de la génération, c'est-à-dire faire un morceau de musique, ce n'est pas un problème bien posé. Pourquoi il n'est pas bien posé ? Parce qu'on n'est pas capable de dire ce morceau il est bon, ce morceau il n'est pas bon. On est capable de le dire en tant qu'être humain, et d'ailleurs en général on ne va pas être d'accord, mais on n'est pas capable de trouver une fonction mathématique qui dit voilà, ce morceau il est bon, il est intéressant, ou il n'est pas intéressant. La seule chose qu'on peut dire, c'est est-ce qu'il ressemble plus ou moins à des trucs connus. Ça on sait faire. Et donc aujourd'hui on a des systèmes, bon, vous connaissez certainement, à base de prompt dans lequel on décrit un morceau et ça génère un morceau qui correspond plus ou moins au prompt. Et ça marche très bien, enfin c'est très spectaculaire, vous le savez. Je cite Suno ici, Udio, qui sont les plus récents, les plus connus. Il y a aussi MusicGen, il y en a plein d'autres. Mais je voudrais vous montrer un exemple qui est particulièrement intéressant. Donc c'est un prompt qui dit voilà, je voudrais du jazz big band avec quelqu'un qui chante dedans et qui dit shit au milieu, il dit merde. Bon. Je vais vous faire écouter, ça dure quelques secondes, c'est pas long. Et je vous demande, pour ceux qui sont allés au conservatoire quand ils étaient petits, bon, les autres, vous vous attendez, mais on vous apprend que la musique, il y a une signature rythmique. C'est à 2 temps ou à 3 temps. Les valses, c'est à 3 temps. Le jazz, des fois c'est à 3 temps, des fois c'est à 4 temps. Des fois, il y a des chansons à 5 temps, c'est plus rare, d'accord ? Et quand on bat la mesure, on fait comme ça, si c'est 4, hein, 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, d'accord ? Donc je vous demande de battre la mesure, on va le faire ensemble, de ce morceau qui a été géré par Suno. We're getting love, we're getting hugs, but the side is fucking down, the side is fucking down. Oh shit! We appreciate you and we want your sign-ups, but the site is fucking down. The site is fucking down. Bon, là, il n'y a pas de signature. C'est pas à 2 temps, à 3 temps, à 4 temps, c'est à 1 temps. Il n'y a pas de signature rythmique. Et quand on ne fait pas attention, on ne s'en rend pas compte. Mais si on fait attention, on voit que c'est un morceau qui a été engendré, il n'y a pas de signature rythmique. C'est quand même très bizarre. C'est comme si ce qu'on appelait les villages Potemkin, c'est-à-dire que ça ressemble comme un truc parfait, mais toutes les maisons sont en carton. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure rythmique et il y a beaucoup de choses qui manquent.
Il n'y a pas que moi qui le dis, plein de gens le disent. C'est-à-dire, c'est spectaculaire, mais on n'y est pas encore. Alors, pourquoi on n'y est pas encore? Pour cette raison-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si vous dites à ChatGPT, voilà, je vois la tête d'une vache qui fait 40 cm et je vois le derrière de la vache qui fait, je ne sais pas, 1 mètre, et au milieu, il y a un pilier qui fait 4 mètres, vous pouvez essayer. Et quelle est la longueur de la vache? ChatGPT vous dira, elle fait 5 mètres 50. Et si vous dites, et si le pilier fait 100 km, il vous répond, la vache fait 100 km plus 1 mètre 50. Donc le système n'a aucun sens commun. Il ne sait pas ce qu'il fait, ce qu'il dit. Les mots n'ont pas de sens. Et il y a plein de gens qui travaillent en IA sur une génération de systèmes qui auraient cette capacité, on appelle ça l'IA ancrée, c'est-à-dire dans lesquels les mots, les symboles seraient reliés à du sens, entre guillemets. Enfin, bon, ou en tout cas à une certaine représentation du monde, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors ça, c'est vrai pour le texte, c'est vrai pour ChatGPT, c'est vrai pour la musique. C'est-à-dire que le système génère la musique, mais il ne sait pas ce que c'est qu'une signature rythmique, il ne sait pas ce que c'est qu'un accord, qu'une harmonie, les mots qu'il utilise, c'est pas ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent dire, etc., etc. Donc on a des problèmes d'ancrage. Ces problèmes, ils sont tellement importants, ils ne sont pas des problèmes d'ingénierie, ce ne sont pas des problèmes qui vont être résolus avec les prochaines versions de ChatGPT. Ça va nécessiter des générations totalement nouvelles d'algorithmes. Donc, au passage, si on demande qu'est-ce que vous pensez de l'IA aujourd'hui, je réponds il est urgent d'attendre, parce que il est très probable que les systèmes d'aujourd'hui, dans quelques années, n'existeront plus pour essayer précisément de résoudre ces problèmes-là. Alors, c'est vrai en musique, c'est vrai en texte. En texte, le système ne comprend pas ce qu'il dit. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera jamais, mais pour l'instant, ça ne marche pas du tout. Alors, j'avais 3 toutes petites idées à proposer sur quels sont les problèmes justement avec l'IA d'aujourd'hui. Je vais le faire en 4 minutes 09. Le premier, c'est, comme on est des ingénieurs, moi je suis scientifique à la base, ingénieur, j'ai fait de l'IA au point de vue technique toute ma vie. On est obsédé par l'idée de toujours avoir des meilleurs algorithmes, des meilleures solutions, des plus optimales, des plus rapides, des plus ceci, des plus cela. Alors en 1956, c'est le premier système d'IA musical qui a été fait. Donc l'IA, ça ne date pas d'hier, ça a déjà 70 ans à peu près. C'est l'Iliac Suite. C'était fait avec des chaînes de Markov qui sont, on peut dire, les ancêtres très lointains des réseaux de neurones. C'est des réseaux de neurones dans lesquels il y a à peine une couche. Mais bon, ça fait quand même des trucs. Et l'idée, c'était de faire un système qui s'inspire de Bach. C'est ce que vous venez d'entendre, des chorales de Bach. Ah, vous avez peut-être remarqué que ça ne ressemble pas des masses à des chorales de Bach, du point de vue musical, pour ceux qui ont fait du Bach, mais c'est ça que ça faisait. Et en 2016, nous, on a fait à Sony, avec un étudiant, Deep Bach, qui utilise, lui, des réseaux de neurones, disons, modernes. Ça donne ça. Et ce système, il est entraîné sur 200 chorales de Bach sans aucune autre connaissance. Il marche tout seul. On lui donne les chorales de Bach, ensuite il génère des trucs comme ça. On le fait écouter à des gens. On demande est-ce que c'est du Bach ou est-ce que c'est pas du Bach. Et les gens, quasiment indiscernables. Quasiment, parce que quelqu'un qui connaît très bien Bach connaît toutes les chorales. Donc si une chorale nouvelle, c'est forcément pas de Bach. Mais à part ça, ça marche très bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas photo, les réseaux de neurones marchent beaucoup mieux que les chaînes de Markov. Mais c'est pas pour ça que ça fait de la musique plus intéressante. Donc moi je vous suggère d'écouter les deux, c'est sur YouTube, une fois, puis après, quelques jours après, vous dites lequel j'ai envie d'écouter encore, lequel qui était le plus intéressant. Le premier plus intéressant pour une raison toute bête, c'est qu'il y a beaucoup plus de surprises. C'est lié au fait que les chaînes de Markov capturent beaucoup moins bien le style. Mais justement, il est surprenant. Le deuxième, c'est un très bon exercice. Il n'a aucun intérêt. Donc c'est ça l'IA générative pour ce qui est de la génération, en tout cas de musique symbolique. Donc meilleur, on est piégé par le concept de meilleur en technologie, mais dans le domaine culturel, meilleur ne veut rien dire. Il n'y a pas de meilleur en musique. Il y a des choses différentes, des choses intéressantes, mais il n'y a pas de meilleur. Celui-là est le plus intéressant. Alors je vais le faire très vite. Les jeunes d'aujourd'hui, ils écoutent de la musique avec des portables. Donc je vais vous montrer ce que c'est qu'un portable, c'est pour les gens qui sont très vieux, c'est ça. Et sur les portables, il y a une petite touche Next, d'accord? Et cette touche, qu'est-ce qu'elle fait? On écoute un titre, on en a marre, on skip, on va au suivant.
Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un suivant. Les titres aujourd'hui sont dans des playlists. Il y a 5 milliards de playlists sur Spotify. Donc on n'écoute jamais un titre comme ça, très rarement, isolément. Donc les gens skippent. Et on s'est intéressé à la manière dont les gens skippent, c'est-à-dire les gens sautent au titre suivant. Ça a été fait par Paul Lamay il y a quelques années. La plupart des gens sautent au début. Bon, ça c'est... Et puis après, ça se stabilise. Nous, on s'est intéressé à la partie du milieu. Vous voyez, il y a des bumps, des petites sauts. Et on a découvert un truc incroyable, 40 secondes. C'est que, donc ça c'est pour un titre donné, en fait, les petits sauts qu'on voit, si on reprend le même titre 3 mois après, ou n'importe quand après, c'est exactement le même profil. Il ne bouge pas dans le temps, alors que c'est d'autres gens qui ont écouté. Si on prend le même titre aux États-Unis, en Europe, c'est exactement le même profil. Là, on sait que ce n'est pas les mêmes gens et c'est même pas au même moment. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le titre, et il y a quelque chose dans notre société qui fait que collectivement, on skippe au même endroit. C'est très très bizarre, à tel point qu'on peut même reconstruire l'audio à partir du profil. Alors après, on s'est demandé, mais pourquoi les gens skippent ? C'est ça la question de fond. Comment on fait de la musique intéressante ? Je ne sais pas, mais on peut regarder quand est-ce que les gens en ont marre déjà. Ça, personne n'a jamais regardé ça dans la vie parce qu'il n'y avait pas ces données. On les a maintenant. Et on s'est aperçu d'un truc qui est que les sauts là, ils correspondent à des événements. C'est quand il se passe quelque chose dans la musique, il y a des gens qui skippent, qui en ont marre. Le type commence à chanter, paf, il y a 3000 personnes qui arrêtent. La batterie s'arrête, paf. Le chorus commence, pouf. Conclusion, si vous voulez un titre où il n'y a pas de skip, vous faites un titre où il ne se passe rien. Et ça marche. Et donc, si vous faites un titre où il y a juste un son, comme ça, il n'y aura pas de skip. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de skip, mais il n'y aura pas non plus de stream. C'est-à-dire personne ne va l'écouter. Et donc, vous avez ce paradoxe qui est que si vous voulez faire un titre qui marche, qui soit populaire, il faut un titre qui déplaît à beaucoup de gens. Sauf qu'aujourd'hui, on a les données. Ça, c'est nouveau. On ne les avait pas avant. Ça, personne ne comprend rien aujourd'hui. C'était pour répondre à la question de la tech du futur. Oui, bah, la tech, l'IA, c'est réglé. Ça, on ne sait pas. Et c'est beaucoup plus difficile. Et c'est beaucoup plus important. Je termine. Je peux prendre quelques secondes en plus. Celui-là, c'est le plus marrant de problème. C'est le problème suivant. C'est que Spotify, on a essayé de construire des outils de génération de musique pour les insérer dans des systèmes pour faire la musique. Et on s'est aperçu d'un truc un peu étrange. C'est que plus l'algorithme, mieux il marche, plus il fait des choses intéressantes, plus les utilisateurs, enfin moins les utilisateurs se sentent impliqués dans la chose et moins ils sont intéressés par le résultat. Et en fait, il y a des gens dans les années 60 qui ont découvert, ça s'appelle l'effet Ikea. Donc c'est des Américains, dans les années 60, ils ont inventé une poudre pour faire des gâteaux. Donc on a un sachet, on met tout ça dans une casserole, on met de l'eau, et on chauffe, et on a un super gâteau au chocolat qui est vraiment très très bon. Et ça a été un échec commercial absolu. Et là, il y a un génie qui a dit, bon, on va enlever les œufs. Et on va forcer les gens à mettre des vrais œufs. Le résultat est le même, mais ça, c'était un énorme succès commercial encore aujourd'hui. Et donc, les économistes, les psychologues se sont intéressés à ça. Et il y a un effet de biais qui est que quand vous participez à la construction d'un objet, vous lui donnez beaucoup plus de valeur. Et ça a été prouvé dans tous les domaines. Quand vous réparez le toit de votre maison, le jour où vous la mettez en vente, vous la mettez en vente plus cher que votre voisin, qui a exactement la même maison avec un toit qui en plus n'a pas été réparé. Or, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la création, l'acte de création, ce n'est pas la qualité intrinsèque qui est le plus important. C'est le sentiment d'appropriation, le fait que vous pensez que c'est vous qui l'avez fait. Qui c'est qui comprend quelque chose là-dedans ? Il n'y a personne. Qui c'est qui étudie ça pour l'instant ? Pratiquement personne. Bon. Et évidemment, on ne sait pas le mesurer. Mais c'est fondamental. Conclusion. Le problème est irrésolu. Mais oui, il est résolu. Il est résolu. Les techniques d'IA marchent très très bien. Elles vont certainement marcher mieux. Mais tous les problèmes bien posés sont résolus de manière définitivement meilleure que... D'ailleurs, il y a plein de chercheurs qui ne savent plus quoi faire parce qu'ils ont passé leur vie sur la séparation de sources. Maintenant, ce problème a disparu. C'est très embêtant pour les chercheurs. Pour les problèmes mal posés, le problème, il n'est pas résolu puisqu'il est mal posé. Mais on a des problèmes devant nous. Le paradoxe, on ne comprend rien à comment les gens écoutent de la musique. Et c'est d'ailleurs exactement pareil pour les livres et le cinéma. On ne sait pas pourquoi ils n'aiment pas. Ça ne se réduit pas à j'aime pas un film ou un livre.
c'est beaucoup plus compliqué et on n'a aucune idée de ce qui se passe. Deuxièmement, la création, ça implique de l'autosatisfaction et des processus d'appropriation qui sont totalement inconnus. Et puis troisièmement, on est obsédé par l'idée qu'il faut avoir toujours des meilleurs algorithmes. Alors que dans le domaine culturel, évidemment, ça n'a aucun sens. Donc, je vais répondre à la question de la journée qui était « La tech est-elle le futur ?» ou « Le futur est-elle la tech ?» Je ne sais plus. Les problèmes bien posés, c'est le présent. C'est le futur, c'est déjà comme ça. Tous les problèmes bien posés, c'est déjà l'IA qui les fait résoudre. Et les autres, ils posent des questions qui ne sont pas simplement des questions d'IA, qui sont des questions de psychologie, de sciences cognitives et de Dieu sait quoi qu'on ne sait pas. Et ils sont beaucoup plus difficiles. Voilà. Bonsoir, on est ravis de vous retrouver pour cette séquence de clôture du Grand Bain. À mes côtés, Antoine Hubert. Antoine Hubert, vous avez beaucoup entendu parler de lui ces 10 dernières années puisqu'il est le fondateur d'Insect. Tu as été parmi vraiment les pionniers de l'industrie dans le monde de la tech. Je t'invite à t'asseoir. On va regarder un peu, on va faire un petit focus sur ces 10 dernières années et puis surtout sur les prochaines. Je rappelle que notre territoire ici est à grosse composante industrielle aussi, donc c'est la raison pour laquelle aussi on est ravis de t'avoir. Déjà, quel bilan tu peux tirer de ces 10 dernières années? Par exemple, lever de l'argent pour l'industrie, est-ce que ça a été compliqué? Voilà, je suis preneuse de tes retours. Ouais, merci Julie, bonsoir à toutes et à tous et merci pour l'invitation. On a fini effectivement, on va dire, le cycle 2010-2022, post-crise 2008. Et jusqu'à la crise financière de 2022, ça a été la grande embellie de la tech qui a bénéficié à beaucoup de startups sont développées et peut-être jusqu'à un point d'une grosse bulle qui a éclaté donc en 2022 et probablement positive à certains égards pour réduire un peu d'exubérance un peu partout sur les marchés. Mais elle avait eu... au-delà d'emmener plein de boîtes du digital, on a eu l'exemple de Spotify avant qui a explosé, qui est dans tous nos téléphones aujourd'hui. Et finalement, il y a le bénéfice d'avoir autant d'argent finalement avec un coût de l'argent aussi faible, a permis à ce que les investisseurs s'intéressent à des choses qui ne regardaient plus, qui est grosso modo l'industrie de l'agriculture. Ils s'étaient tous concentrés depuis un moment que sur les logiciels, parce que ça paraissait comme les choses les plus faciles à financer, et aller vite sur un marché, avoir beaucoup de retours d'investissement, alors que la Silicon Valley s'est créée sur le hardware, sur les semi-conducteurs, il y a quand même plus de 50 ans, mais c'était complètement été oublié. Et là, c'est revenu finalement le fait qu'il y ait beaucoup d'argent disponible. Certains investisseurs se sont lancés aussi, ont financé des startups dans l'industrie de l'agriculture, notamment liées beaucoup autour de la transition écologique, la transition climatique, parce que finalement, on sait très bien que oui, on peut changer des choses par les applications, par la façon dont les consommateurs consomment, dans la façon qu'ils réduisent leur gaspillage, etc. Mais l'essentiel de l'impact, c'est la façon dont on produit les produits qu'on mange au quotidien, la façon dont on se chauffe, la façon dont on se déplace, et ça, c'est l'industrie derrière. Donc, en 12 ans, je pense qu'il y a eu, ça a été très positif et on a eu une certaine acculturation du monde de l'investissement pour ce sujet des startups industrielles et agricoles qui n'existaient pas avant. Et très peu. En quelques chiffres, si tu peux nous donner, toi, ton expérience, vous avez levé combien chez Insect en Nous, on a levé plus de 600 millions. Donc, ça fait beaucoup en France, mais on n'est pas les seuls. La Flying Wells, là, c'est plus de 200-300 millions. Bon, Vercors, c'était 2 milliards il y a quelques mois dans l'automobile. Enfin, les batteries. Nos confrères d'InnovaFeed aussi, c'est presque autant. Donc, il y a des cas, et dans toute l'Europe, on voit, on parlait ce midi de Nordvolt, les boîtes de batteries électriques qui ont levé plus de 20 milliards. Donc tout ça, c'est des nouvelles entreprises qui contribuent vraiment à des grands sujets européens de la transition. Et c'est très bien, mais c'est vrai que ça coûte beaucoup d'argent. Et là, on commençait à avoir une vraie embellie. Le baromètre de BPI France qui suit les startups, enfin l'industrie au sens large, BPI est devenu un très grand soutien, notamment par son président, son patron Nicolas Dufour, qui est un vrai défenseur de l'industrie monant, de la PME, start-up, les grands groupes. Et donc à peu près quasiment 40% des inaugurations d'usines l'année dernière, c'était des start-up.
Donc c'est-à-dire que c'est plus l'épaisseur du trait, à côté de PME, à côté d'ETI, à côté de grands groupes, en inauguration, finalement, la réindustrialisation française, c'est beaucoup les startups. C'était anticipé à peu près être la moitié cette année. Donc ça a créé de l'emploi dans les territoires, parce que les startups industrielles, c'est pas comme les startups du logiciel, c'est pas que dans les grandes métropoles, c'est pas qu'à Paris, c'est dans tous les territoires en France et dans les Outre-mer. Et c'est très positif, mais tout ceci est un peu, est en train de se casser un peu la figure, parce que 2022, donc début finalement du dégonflement de la bulle, et avec les taux qui s'envolent, et finalement les investisseurs préfèrent quittent de plus en plus le monde du venture, quittent de plus en plus les choses les plus risquées, se réfugient dans l'immobilier, dans les obligations d'État, et beaucoup moins dans le venture que reviennent qu'au logiciel finalement, ce qu'ils connaissaient mieux. Et l'industrie aujourd'hui en pâtit beaucoup. Au sens large, que ce matin ou ce week-end, je ne sais plus, dans les Échos, était justement annoncé que là, depuis quelques années, on avait à nouveau un sol positif de création d'usines en France. On créait plus d'usines, donc on inaugurait, comme je viens de dire, plus, donc lié beaucoup aux startups industrielles, qu'on en fermait. Et là, premier semestre 2024, ça y est, on revient au avant, on referme plus d'usines qu'on en ouvre. Donc voilà, c'est un signe qui est un peu négatif. Et nous, on le voit. Donc j'ai la chance de présider Start Industrie, qui est l'association des startups industrielles, ou vice-président de la ferme digitale dans les startups agricoles. Donc on voit que là, les signaux sont un peu au rouge partout, pour beaucoup d'entreprises qui n'ont plus beaucoup de trésorerie, parce que notamment beaucoup de financement en 2020, 2021, 2022, et que l'agriculture n'intéresse plus grand monde. Et c'est ce qu'on voit nous ici, hein. On a vraiment les green tech ici, c'est vraiment le premier secteur de notre territoire avec une grosse composante aussi industrielle, et c'est effectivement le constat qu'on partage aussi. Et si vraiment on va sur la thématique de l'industrie appliquée à l'alimentation, dans quelle mesure tu considères aujourd'hui que la tech est une partie de la réponse à tous les enjeux de souveraineté, notamment alimentaire, auxquels on parle beaucoup aujourd'hui? Oui. Alors, ça ne résoudra pas tous les problèmes. Il faut qu'ils soient bien posés, comme disait le monsieur juste avant. Mais il y a des problèmes qu'on peut justement bien poser. La formation, il y a beaucoup de choses dans la formation et dans la transmission des exploitations qui sont un sujet à part entière. Mais les sujets plus techniques, comme comment on améliore la compétitivité des exploitations agricoles, ça, c'est un problème qui est assez facile à poser, qui a beaucoup de composantes derrière, et on peut en résoudre avec beaucoup de startups, ou réduire la pénibilité au travail des agriculteurs. Beaucoup de solutions de mécanisation qui existent, et aussi comment leur permettre de créer plus de revenus. On en parlait ensemble. La diversification de la source de revenus, c'est quelque chose que beaucoup de startups d'innovation ont permis ces dernières années. Toi, tu as créé une startup qui permet d'amener de l'énergie, que les agriculteurs soient producteurs d'énergie solaire. D'autres font ça avec du biogaz. D'autres qui font finalement de l'agrotourisme. D'autres qui vont créer des revenus par d'autres services que peut faire l'agriculture, des biomatériaux. Donc l'agriculteur, il se diversifie. C'est le premier entrepreneur, et il continue justement à avoir des nouveaux outils pour finalement tirer un peu plus de revenus de chaque mètre carré finalement qu'il exploite. Mais sur la compétitivité, je pense que c'est la clé justement des sujets de souveraineté. On s'est tous réveillés pendant le Covid, se rendant compte qu'on est extrêmement dépendant du poulet ukrainien, brésilien, des fruits et légumes espagnols. Et la plupart des filières sont en train de devenir déficitaires. On importe plus que ce qu'on produit sur place. Et ça s'est beaucoup accéléré ces dernières années. Donc c'est très inquiétant effectivement pour la grande ferme France. Mais la compétitivité, finalement, on peut le faire en massifiant. C'est pas forcément cette vision d'industrialisation de l'agriculture, et on va pas aller vers des parcelles comme font les Américains ou les Brésiliens sur des centaines, des milliers d'hectares tout plats, sans limite, ou des fermes, des feedlots géants avec des dizaines de milliers de têtes de bétail. C'est pas ça. Mais on peut sur des petites exploitations être compétitif si les intrants qu'utilisent les agriculteurs sont compétitifs. Et donc on peut massifier l'amont en fait des intrants, des phytosanitaires, des engrais, grosso modo, des semences, sont tout ce qu'il faut, et puis de tous les équipements pour faire tourner son tracteur. Donc on parle de tracteurs autonomes, de petits tracteurs comme Nayo, nos collègues qui font des petits robots, qui aujourd'hui marchent très bien dans des filières de haute valeur ajoutée comme la vigne, mais c'est plus difficile d'entrer dans toutes les autres filières, parce que finalement c'est un peu trop cher encore. Mais si vous avez des usines qui font des Nayo beaucoup plus grosses, qui sont soutenues et qui peuvent donc baisser des énormes économies d'échelle pour diviser par 3 le prix de ce petit tracteur, tous les agriculteurs ils sont convaincus, ils savent que ça marche bien, mais c'est trop cher pour eux pour beaucoup. Donc c'est ça en fait, on peut aller vers une transition, on peut améliorer la compétitivité derrière, donc transition écologique, et en même temps réduire les coûts et finalement s'aligner par rapport à ce que font d'autres pays avec la main-d'œuvre moins chère. Nous, avec plus d'intrants moins chers, finalement la mécanisation en amont,
Dans le monde, je connais dans les insectes, dans des cousins ceux qui font du biocontrôle pour remplacer les pesticides. En moyenne, vous avez effectivement ces produits biologiques sont à 1 000 € hectare. Les phytos, c'est 100 €, 200 € hectare. Et en fait, si on avait massifié ces insectes, les champignons, d'autres produits de biocontrôle, c'est aujourd'hui faisable par l'investissement lourd en amont. Donc tout ça, c'est possible, c'est très encourageant et on peut justement arriver à être compétitif avec des produits qui sont issus de main-d'œuvre, on va dire, beaucoup plus faible, mais tout en étant exigeant sur la qualité des produits finis, la qualité des produits alimentaires et en plus avec toute cette diversité de ce qu'on sait faire en France. Donc si on se projette, pour toi, la France peut redevenir une immense puissance agricole. Et qu'est-ce qui nous manque aussi d'un point de vue peut-être des pouvoirs publics, de ce qu'on va pouvoir impulser pour permettre d'atteindre cet objectif, s'il est réalisable? On est toujours une grande puissance agricole, on a toujours une agriculture très diversifiée, mais effectivement les signaux sont de plus en plus au rouge dans toutes les filières, même jusqu'à la filière du vin, qui sont dans les plus grandes filières d'excellence. Et donc, voilà, on en parle donc, dans la Femme Digitale, tous les salons de l'agriculture sont des grands moments justement pour faire le point avec le monde de la coopération, la coopérative, qui sont les grands donneurs d'ordre. Donc l'État, encore une fois, fait beaucoup, comme dans les startups industrielles, tous les plans d'investissement, France 2030, avec tout ce que fait BPI qui est massif. Donc il manque des financements privés, ça, il n'y a pas photo, et des manières finalement de financer une transition qui est toujours un peu plus chère à passer de l'un à l'autre, parce qu'il va falloir financer ces investissements en amont. On le voit dans la voiture électrique, il y a eu des financements d'usines massifs dans toute l'Europe. Alors certes, là, la demande vacille un peu, donc du coup, ces usines vacillent, mais il faut se projeter dans le temps long. Donc il faut tenir. Ces usines comme Northvolt, comme Vercor, participent complètement à la transition. Et derrière, l'État a mis en place des systèmes de bonus-malus qui permettront aux voitures issues utilisant ces batteries d'être abordables par les consommateurs. Donc comment on arrive à ce que cette alimentation issue de produits, de technologies qui permettront à des produits d'être toujours aussi qualitatifs jusqu'à être bio, mais de produits d'une autre façon, par des intrants moins chers, comment on arrive à massifier, à financer ça. Ça, c'est tout l'enjeu et c'est vraiment possible en Europe. On a des grands groupes qui pourraient représenter aussi des exits aux startups, des grands groupes agricoles, des grands groupes industriels, des grands groupes agroalimentaires. On a parmi des géants mondiaux. Donc la chaîne, elle est prête. Et là, aujourd'hui, voilà, ça se grippe un peu à cause d'un comportement, on va dire, général des investisseurs qui une fois demi psychologique. Donc maintenant que les taux commencent à rebaisser, est-ce qu'on arrive à avoir un horizon plus positif? Parce que c'est hyper paradoxal, parce que c'est des technologies qui ont besoin de temps long, de s'inscrire dans cette forme de durabilité. Et en même temps, on entend partout la nécessité d'investir dans l'impact. On n'a jamais vu autant de fonds impact qui se lèvent en ce moment. Comment on résout ce paradoxe, d'après toi? Alors oui, encore une fois, c'était le cas jusqu'en 2022. La transition était le sujet clé, mais je pense que même vous avez tous remarqué que dans les dernières élections ou réélections qui sont passées dans les dernières semaines, derniers mois, l'écologie et la transition n'a pas vraiment été en haut de l'affiche de tous les sujets de négociation, tractation parlementaire ou ministérielle. Donc il y a un peu le sujet qu'on constate qu'on on a des problèmes de compétitivité, on a des problèmes de budget on n'arrive plus à tenir, et donc on a l'impression qu'on revient à des temps d'il y a quelques mandats présidentiels où l'écologie était trop coûteuse en fait. Donc nous, notre préoccupation, c'est que au sein de ces associations de start-up là, c'est que déjà les grands plans structurels long terme de l'État se maintiennent, comme France 2030. Parce qu'il peut y avoir des remises en cause sur ces sujets-là, d'innovations qui vont participer au changement de l'industrie française, que BPI ait toujours son mandat aussi engagé en faveur des startups deep tech, comme ils appellent. Donc ça, pour le moment, c'est déjà préserver l'existant et trouver des moyens, effectivement, d'embarquer beaucoup plus ces investisseurs privés. Encore une fois, parfois c'est l'argent, mais parfois c'est aussi la réglementation. On disait tout à l'heure, c'était Luc Julien, il disait voilà, les Européens plutôt ont tendance à réglementer quand les Américains innovent, les Chinois copient. On peut aussi réglementer de manière positive, comme ils l'ont fait pour l'automobile, à tendre vers 2035 vers que des voitures électriques. Derrière, les Renault, les Mercedes ont investi massivement dans les startups en amont, ont signé des contrats long terme de 10-15 ans.
Et ça, derrière, ça a du coup entraîné des fonds d'infrastructure plus à même, qui comprennent justement, qui savent faire des grands projets long terme. Ils connaissent pas trop les startups, mais quand ils voient des grands comptes corporate investir sur du long terme, sur des contrats aussi longs, du coup, ils viennent. Si on pouvait avoir ces mêmes mécaniques dans tous les autres secteurs, notamment dans l'agriculture, il y a une brique commune à tout, que ce soit vous achetez un bœuf, une tomate, du blé, à la base, il y a des engrais. La brique, si demain vous dites qu'il n'y a pas plus de X kilos de CO2 par hectare qui devra être fait d'ici 2040, par une techno, ça pourrait être par un engrais organique, c'est un engrais minéral obtenu par de l'hydrogène vert, d'énergie renouvelable ou de nucléaire. Ça, pourquoi pas, mais il faut, donc le public peut aussi influencer l'arrivée des investisseurs privés par la réglementation, mais ça se joue à Bruxelles. J'ai posé la question à tout le monde depuis tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, tu es le fondateur d'Insect. Ça fait une dizaine d'années que tu y es toujours, mais on se projette et on est dans l'hypothèse où tu n'es plus à Insect et tu dois repartir de zéro pour créer une boîte. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, généralement, je fais un peu tout en même temps, donc je n'ai pas fait qu'Insect. J'ai monté à peu près 8 boîtes depuis 10 ans, tout dans l'agriculture et l'alimentation, tout le cycle, jusqu'au recyclage des déchets organiques. C'est toujours, comme disait Luc Julia tout à l'heure, des rencontres avec les personnes à un moment qui fait qu'on se lance dans un projet. Donc, je continuerai dans le monde de l'agriculture, dans l'alimentation. Il y en a plusieurs qui me viennent en tête, mais je n'ai pas envie d'en parler tout de suite. Des projets à plus long terme, parce qu'on est dans une ville portuaire ici, et c'est à côté la pêche. Que ma femme était beaucoup dans ce domaine-là, et je trouve qu'on a beaucoup travaillé, les systèmes d'engins de pêche ont beaucoup changé, le réchauffement climatique change beaucoup de choses, et il y a de moins en moins de poissons, et il y a beaucoup de méduses de plus en plus qui deviennent des vrais problèmes. Et on devrait pêcher des méduses et en faire des choses intéressantes. Je suis sûr qu'on peut recycler des engins de pêche pour ça. Donc voilà, ça pourrait être dans ce domaine-là, ou je trouve le textile mériterait aussi. C'est de l'agriculture aussi à la base. Il y a un vrai problème de la production jusqu'au recyclage, de faire des chaînes beaucoup plus courtes, qu'on ne se retrouve pas notamment avec ces cimetières de vêtements en Afrique et en Amérique. C'est tellement honteux de voir ces images-là qu'il y a une façon sûrement de revoir complètement la chaîne de production. Génial, j'ai hâte d'être dans 10 ans pour que tu nous dises un petit peu tout ce que tu auras fait d'ici là. Merci beaucoup Antoine. On était merci ravis Julie, de t'avoir. merci à tous. Merci. Pour l'avant-dernier tête-à-tête, je vais appeler une figure emblématique de la tech que vous connaissez tous et toutes, puisque vous la lisez tous les matins dans les Échos. Je vais appeler Charlie Perrault à me rejoindre. Donc Charlie, qui est donc la chef de service tech, média, startup des Échos. Bonjour Charlie. Alors Charlie, il y a une question, enfin en tout cas le sujet dont tout le monde parle depuis ce week-end, je pense que personne n'est passé à côté, c'est Clara Chapaz, qui était donc notre directrice de la French Tech, qui est entrée au gouvernement, puisqu'elle s'est embarquée du portefeuille donc, intelligence artificielle et numérique. Elle est secrétaire d'État donc, depuis samedi, et surtout elle est rattachée à l'enseignement sup et non plus à Bercy. Toi, tu l'interprètes comment, le fait d'avoir une directrice de la French Tech qui se retrouve en politique, puisqu'elle prend les rênes d'un ministère, clairement? Ça va peut-être donner des vocations après aux suivants, ceux qui vont, parce que actuellement, c'était vendredi, il y a eu le jury d'ailleurs de futur directeur de la mission French Tech, ça va peut-être créer effectivement des vocations. Non, mais il y a une double lecture en fait, effectivement, parce que ça a toujours été rattaché à Bercy, ce secrétariat d'État, sauf une fois quand c'était Mounir Majoubi qui était rattaché à Matignon. Mais alors là, il y a les gens, on va dire, contents, parce qu'ils se disent, c'est déjà bien qu'on ait encore un secrétariat d'État au numérique, parce que pendant un moment, on s'est dit, avec tout ce qui se passe, le sujet avait été un peu relégué. Même Emmanuel Macron, avant, il avait un conseiller spécial numérique qui était Philippe Englebert, qui était parti. Il n'avait pas été remplacé. Donc voilà, les gens commençaient à s'inquiéter. Donc déjà, il y a ça. Le fait que ce soit plus rattaché à Bercy, ça peut être effectivement une mauvaise nouvelle, parce que Bercy, c'est un ministère qui a quand même beaucoup de poids, beaucoup de budget, et ça avait du sens sur tous les thèmes, notamment de fiscalité et de financement, qui sont très importants dans la French Tech. Après, ça peut être aussi une bonne nouvelle d'être attaché à l'enseignement supérieur et à la recherche, parce que aujourd'hui, il faut peut-être mettre l'accent effectivement sur la formation, sur les sujets, bien sûr tech, mais sur les sujets d'intelligence artificielle, où les progrès vont très, très, ça va très, très vite.
Donc voilà, ça dépend. Il y en a, ils vont dire que c'est beaucoup moins bien, puisque en fait, dans l'ordre protocolaire, donc Clara Chapaz, je ne sais pas si vous avez vu, elle est 39e sur 39. Donc voilà, évidemment, il y en a qui râlent un petit peu. Mais elle est là. Mais elle est là, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, de toute façon, elle connaît très bien les sujets, donc c'est quand même dans tous les cas un avantage. Il ne va pas falloir recommencer, parce qu'on a eu déjà 2 ministres du numérique en 2 ans, en 2-3 ans, et c'est vrai que c'était compliqué à chaque fois pour les acteurs de l'écosystème, à chaque fois de réexpliquer, c'est quoi une start-up, c'est quoi une série A. Donc là, ils sont plutôt soulagés. Donc voilà, bonne, mauvaise nouvelle, chacun l'interprète après comme il veut. Et si on se penche vraiment sur cet écosystème tech en France, quelles sont ses particularités, dans les grandes généralités par rapport à ce qui se fait ailleurs? Qu'est-ce qui est très français dans notre façon de faire ici? Il y a Si, alors la spécificité qu'on a, c'est d'ailleurs, il y avait Antoine juste avant moi à cette place, et c'est qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont, alors ce qu'on appelle les entrepreneurs dans l'impact environnemental, donc tout ce qui est lié à la transition aussi écologique, c'est des choses qu'effectivement, je pense qu'on a de la chance d'avoir en France et plus globalement en Europe. Quand moi j'ai déjà été plusieurs fois aux États-Unis pour aller voir les écosystèmes, c'est vrai que vous allez dans la Silicon Valley, l'écologie, c'est pas trop leur truc. J'ai été voir des fonds d'investissement à New York, alors eux, investir dans tout ce qui est impact, green tech et tout, c'est pas du tout leur sujet. Donc je pense que c'est vraiment la grosse spécificité qu'on a, et on a de la chance de pouvoir avoir cet avantage, et on l'a vu d'ailleurs avec une première vague, les Blablacar quand même, Vestiaire Collective, donc ont impulsé déjà le mouvement, Insect, Innovafeed, et c'est vrai que là on a parlé de Vercors tout à l'heure, il y a plein d'autres belles boîtes qui arrivent, donc voilà, c'est la principale, je veux dire, la caractéristique. Et peut-être on a de la chance aussi, c'est d'avoir des très bons ingénieurs, c'est le truc qu'on répète tout le temps, mais bon, il faut le dire, et notamment en intelligence artificielle. Quand même, on a des super masters, notamment sur le plateau de Saclay, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup râlé en disant qu'ils partaient tous après travailler chez les méchants Google et Meta aux États-Unis, et finalement, la plupart sont en train de revenir aujourd'hui. En tout cas, on voit aujourd'hui les belles boîtes d'intelligence artificielle françaises. Je pense à Mistral, je pense à Poolside, à Dust, voilà, ils reviennent aujourd'hui créer des boîtes en France. En plus, on n'est pas là juste pour un petit bureau, et ils embauchent des gens, des ingénieurs, donc c'est vrai qu'on a cet ADN aussi. Donc ça, c'était ces dernières années. Aujourd'hui, on est dans une forme de renouveau. On a fêté les 10 ans de la French Tech l'année dernière, déjà. Si tu devais dresser un portrait robot de ces néo-entrepreneurs, il ressemblerait à quoi? Aïe. Alors, il ressemblerait, mais à un homme blanc de 30 ans qui a fait HEC ou Polytechnique. Je veux dire, malheureusement. Ça, c'est pas un néo-entrepreneur, ça a toujours été le cas, finalement. Ça a toujours. Mais alors aujourd'hui, on en voit. En fait, c'est marrant parce qu'on voit beaucoup de duos. Donc, tu as quelqu'un qui va faire X, Polytechnique, et l'autre qui va sortir d'HEC ou de l'EDEC. Donc, ça, c'est le combo gagnant. Alors là, les investisseurs, en plus, adorent. Mais c'est vrai que ça n'a pas changé. On voit les études d'année en année des associations, que ce soit Sista, donc, qui est plutôt côté parité homme-femme, et ça ne bouge pas du tout. Et pareil pour Diversidesk, qui a plutôt des études sur la diversité sociale, ethnique, etc. Et là, c'est pareil, ça ne bouge pas. Donc malheureusement, on a toujours les mêmes types d'entrepreneurs. Alors on voit un peu plus... on va dire qu'aujourd'hui, les femmes arrivent un petit peu plus à lever des fonds, par exemple, mais ça reste vraiment, on a toujours les mêmes. Et en plus, là, aujourd'hui, on est en région. C'est vrai qu'il y a de plus en plus, par contre, on voit de plus en plus de belles boîtes émerger, que ce soit ici, que ce soit moi j'ai été à Lyon, j'étais un peu à Bordeaux, à Nantes, donc ça c'est intéressant aussi de les voir un peu plus, mais c'est vrai que sinon malheureusement il n'y a pas de grandes nouveautés. Ouais. Et est-ce que les défis ont changé aussi, auxquels ils doivent faire face? Antoine nous dressait un portrait assez complexe de la situation du financement, notamment des boîtes industrielles. Mis à part ces éléments de contexte, est-ce que tu constates des défis différents? Le gros défi, si on parle déjà du financement, avant on parlait beaucoup de l'amorçage, donc le financement pour démarrer vraiment sa boîte. Aujourd'hui, c'est quand même un peu moins un sujet, puisqu'il y a beaucoup aujourd'hui de réseaux de business angels qui sont développés.
c'est un peu compliqué. C'est si ce que je peux me j'allais te permettre. dire et j'ai pu en discuter justement avec beaucoup de gens et malheureusement il y a très très peu de gens. Je ne sais pas pourquoi les fonds de capital risque soit connaissent pas le train, soit ils ne connaissent pas les visios. Donc j'ai croisé qu'une seule d'ailleurs gérante d'un fonds de capital risque de One Ragtime, Stéphanie, je ne sais pas si elle est là, voilà, qui a fait le déplacement, donc comme quoi c'est possible. Mais plus globalement, on va dire que l'amorçage, c'est effectivement maintenant c'est fait, il y a les business angels, les fonds de capital risque, il y en a plein. Mais c'est après, quand on veut lever effectivement beaucoup d'argent, plutôt des plusieurs dizaines de millions, plusieurs centaines, là, ça commence à être compliqué. Il y a très très peu de fonds français, à part, allez, je vais dire Euraseo, et il y a quelques fonds évidemment américains aussi qui sont là. Mais c'est vrai que c'est très très compliqué, puisqu'aujourd'hui, faut penser que les fonds européens, qui sont les investisseurs au-dessus, c'est du public, donc on pense à BPI France, le FEI, et c'est pas du tout comme aux États-Unis. Ils ont la chance d'avoir tous les fonds de pension, ce qui fait qu'ils peuvent avoir des tailles de fonds énormes et après mettre des très gros tickets dans les boîtes. Et chez nous, c'est vrai que ça n'existe pas. Puis alors ça, c'est un sujet qu'on va avoir du mal à régler. Et deuxième gros défi, je trouve, c'est les sorties. Il lui a aussi un petit peu parlé, Antoine, puisque là, ça fait 10 ans. Donc bon, voilà, ça y est, il y a de l'argent qui est rentré, mais l'argent n'est pas sorti. Pas trop, en tout cas. On voit pas... Bon, alors, je parle même pas des introductions en bourse. Bon, là, il y en a pas du tout. Après, aux États-Unis, il n'y en a pas trop en ce moment non plus. Mais voilà, l'autre sujet, c'est comment on fait pour... alors, sortir, ça va être du coup rachat d'un grand groupe. Tu connais, tu as un bon exemple, mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup des exemples comme le tien. C'est-à-dire que les grandes entreprises françaises ou européennes rachètent toujours pas les startups parce que, franchement, en général, elles ne savent pas le faire, on va le dire. Soit elles rachètent et puis après, elles finissent par tuer la boîte. C'est en général comme ça, malheureusement, que ça passe. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de... Franchement, il n'y a pas de super exemples quand tu réfléchis. On a connu Arkea qui a racheté beaucoup de startups de fintech. Aujourd'hui, ils sont séparés de la plupart d'entre elles, quoi. Elles sont toutes ressorties pour aller voir plutôt vers des fonds de private equity. Donc là, on change. Mais bon, pour être racheté par un fonds de private equity aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il faut avoir acquis une certaine taille, il faut être rentable depuis un moment. Donc voilà, et puis il faut avoir un business. Ils aiment beaucoup plutôt le logiciel SaaS B2B, le classique. Donc voilà, donc je dirais que c'est quand même les deux gros sujets, mis à part, on va dire les plus récents. Ouais. Parce qu'après, il y a toujours le recrutement, etc. Les problèmes de féminisation, mais ça, j'en parle toutes les semaines. Et justement, ça me fait une super transition parce que le rôle des médias a évolué aussi dans la couverture des startups. Maintenant, il y a des services start-up aussi au sein des échos. Vous êtes une équipe de 3 personnes, je crois, qui travaillent dessus. Et surtout, toi, sur LinkedIn, chaque semaine, tu publies le portrait d'une entrepreneuse. Que ce soit par les réseaux sociaux ou la façon d'exercer ton métier de journaliste, qu'est-ce qui a changé aussi et comment on traite les startups dans le monde de l'information aujourd'hui ? C'est vrai que depuis 10 ans, ça a pas mal changé. Au début, il y avait quelques petits sites qui en parlaient. Les médias un peu mainstream, généralistes, ont commencé à le faire parce qu'ils ont vu aussi l'opportunité, que ça générait quand même un peu d'audience et de l'abonnement, et notamment quand on parle de boîtes un petit peu connues, comme à l'époque Blablacar, je pense à celle-là. Après, on a, pendant 6-7 ans, c'est vrai que les médias ont eu tendance, et je m'inclus vraiment dedans, où on a été... tout était génial. Alors là, c'était dès qu'il y en avait un qui levait 500 000 euros, c'était super. Et on célébrait beaucoup. Mais d'un côté, ça a participé au fait aussi à faire connaître cet écosystème. Alors, il n'y a pas que nous, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses à côté. Je pense notamment, pas pour lui jeter des fleurs, mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron a beaucoup aussi mis sur le devant de la scène. Il a participé à la création un peu de Vivatech quand même. Donc, c'est vrai que ça a médiatisé ça. Et je dis ça parce qu'en plus, les échos sont propriétaires de Vivatech. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a beaucoup célébré. Et là, depuis un petit peu, évidemment, que ça a été la crise. Donc, depuis fin 2021, c'est vrai qu'on a commencé, en tout cas, moi, après, j'ai pris la tête du service startup. Et je me suis dit, attends, il va falloir qu'on remette à plat et qu'on arrête de célébrer toujours ces financements qui, au final, ne sont pas du tout une finalité. Alors, on continue un peu à le faire parce qu'il y a des petites boîtes pour qui, même 500 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Donc, on en parle. Mais c'est vrai qu'on va beaucoup plus, nous, en tout cas, sélectionner maintenant les boîtes. Donc, faire beaucoup plus de ce qui est transition environnementale, énergétique. Alors, évidemment, on parle un peu d'IA, mais
mais vous imaginez pas tout ce qu'on doit sélectionner parce qu'on en reçoit à peu près 15 par jour. Et voilà, et on va essayer plus de parler aussi des mauvaises nouvelles. Ça maintenant, c'est un peu notre quotidien. Il y en a beaucoup en ce moment. Ouais, il y en a beaucoup et il va y en avoir encore à venir puisque là, on a fini la période remboursement de PGE. Et ils avaient tous levé à peu près en 2021-2022 quand il y avait beaucoup d'argent grâce à la baisse des taux. Et c'est vrai que là, on va arriver, ils vont se dire bon, j'ai plus d'argent. Et en fait, les boîtes qui n'auraient pas dû lever en 2021-2022, en fait, elles vont arriver et puis elles vont pas réussir à relever là cette année ou début d'année prochaine. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de faillites. Mais après, c'est le jeu. De toute façon, on n'a jamais trop les stades d'échecs de start-up, mais il y en a très peu de toute façon qui réussissent. Donc ça va être compliqué. Un peu de positif pour terminer quand même. C'est génial, le grand bain, voilà, bonne ambiance. Mais aussi beaucoup plus de portraits, si tu veux, je fais ça un peu de positif. Voilà, merci. Et on parle plus aussi de ce qui va se passer vraiment dans l'écosystème. On va prendre un peu plus de hauteur et essayer de rendre les sujets aussi à la fois plus techniques pour intéresser aussi les financiers, les gens dans les groupes, et aussi on va essayer d'être un peu plus large pour attirer le grand public. Mais on essaye vraiment maintenant de diversifier, faire des focus sectoriels. Je faisais des portraits, pour essayer de donner envie. Et pour l'instant, ça marche. Et si tu devais te rappeler un souvenir de ces 10 dernières années ou ton premier souvenir start-up, un truc qui t'a marqué? Oui, j'avais vu que tu m'avais mis cette question et je n'avais pas réfléchi. Je dirais, si par exemple, un mec qui m'appelle, j'étais en contact avec lui avant parce qu'il travaille pour la maison du Bitcoin. Je parle de ça il y a 2016, directeur com, je crois, marketing, et il s'en va. Et puis 2-3 ans après, il me rappelle, il fait Charlie, je viens de rentrer dans une boîte là, un truc de fou, ça s'appelle Sorare, ils font une espèce de carte Panini, puis il m'explique le truc. Alors moi, carte Panini plus football, c'est pas du tout mon truc. Et puis il m'en parle, il fait tu vas voir, ça va cartonner et tout. Puis pendant 2 ans, je lui ai dit vraiment, il m'appelait tout le temps, je lui disais non mais franchement ça marchera jamais ton machin. Bon, je dis pas que ça marche, mais en tout cas 3-4 ans après, tout le monde en parlait, on connaît un petit peu un engouement. Après encore une fois, je ne sais pas encore vraiment comment ça marche aujourd'hui. Pareil, ils ont beaucoup profité de la hype, mais oui, je me souviens très bien et on en rigole quand on se recroise. Et puis la dernière question que je pose évidemment à chaque fois, tu n'es plus journaliste, ça arrive, hein? Oui, c'est possible. Oui, c'est très possible. Qu'est-ce que tu fais si tu décides de monter une boîte? Non, j'en monterai pas, désolée. T'es sûre de toi? Pourquoi? Je sais parce que on me pose la question presque toutes les semaines à force de rencontrer des entrepreneurs et des entrepreneuses. Et moi, je pourrais je connais toutes les galères. Pareil, on parle un peu plus des échecs. Alors c'est compliqué de convaincre les entrepreneurs de parler de leurs problèmes, de leurs difficultés. Et c'est très bien qu'après on parle de santé mentale parce que je pense que c'est un très très gros sujet. Un des rares d'ailleurs, c'est encore Antoine. Il a bien fait d'être là, qui nous a raconté quand il a dû quitter l'opérationnel et après 10 ans parce que juste, je crois que tu avais fait l'image de la machine à laver, quoi. Tu étais complètement essoré. C'est vrai que c'est rare d'entendre ça. Donc moi, jamais je voudrais avoir affaire à ces situations-là. Donc c'est pour ça que je ne créerai pas de boîte. Et en plus, tu es obligé d'être focus sur un sujet, d'être monosujet. Et moi, ce que j'aime bien dans le métier de journaliste, c'est qu'un jour, je vais parler d'insectes et puis le lendemain, on va parler d'IA. On apprend plein de choses et c'est vrai que me focaliser sur un truc, je pense que faut vraiment être passionné et moi, je pense que je ne l'aurais pas. Mais reste journaliste, on adore te lire, donc c'est parfait. Merci beaucoup, Charlie. On était ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Eh bien, c'est la dernière séquence de clôture du Grand Bain. Et justement, pour prendre de la hauteur, pour vraiment se préparer à voir arriver ces 10 prochaines années, en cette année des Jeux Olympiques, quoi de mieux que d'accueillir... Alors, je vais vous passer les blagues sur... on va plonger dans le Grand Bain avec Camille Lacour, on va nager dans le Grand Bain avec Camille Lacour, mais évidemment, Camille, on est absolument ravis de t'avoir. Et je vous demande donc d'accueillir Camille Lacour, qui est donc nageur, champion du monde et entrepreneur aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous.
Alors ces Jeux, c'était comment cet été ? Alors ces Jeux, c'était comment ? Je pense qu'on a tous le même sentiment sur ces Jeux Olympiques. Ils étaient juste incroyables. On a été dans les 5 dernières minutes un petit peu dans le down, mais si on reparle des Jeux, c'est vrai qu'on a cette énergie et je crois que on a montré que les Français, on pouvait être très très bons aussi, qu'on pouvait avoir un bon état d'esprit, on pouvait être très positif et on pouvait surtout lever des foules. Donc voilà, moi ces Jeux, ils ont été magiques. Je crois que l'image qui reflète ces Jeux Olympiques, pour moi, ça a été lors des Paralympiques, c'était la Ola en silence. Je l'ai trouvée magnifique et en fait sur le coup je me suis dit mais pourquoi je la trouve si belle cette image et j'y réfléchis pendant longtemps et je trouve qu'elle représente tout ce qu'on oublie aujourd'hui dans notre quotidien, le respect des autres, le plaisir personnel aussi parce que quand on les voit faire la Ola tout doucement, on les voit avec un super sourire et en même temps ils respectent les athlètes qui ont un différent et quelqu'un qui est donc sur cette image-là un peu plus faible et je trouve que cette image, ça devrait être notre société. En fait, on prend soin de ceux qui ont besoin et ça ne nous empêche pas d'être heureux et de vivre notre moment à 100%. Et toi qui as préparé les Jeux Olympiques, comment ça se passe ? C'est-à-dire quand il y a Léon Marchand qui se prépare à une compète comme celle des JO pendant 4 ans, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un athlète pendant ces années qui précèdent la compète ? On va parler préparation, enfin on va parler mental, mais on va pas faire dans la dépression et dans quelque chose de négatif. On va parler plutôt positif. Déjà, comment on fait pour le préparer ? Je pense que c'est exactement la même chose qu'un entrepreneur. On essaye de poser le plus concrètement possible un plan. C'est-à-dire que nous, en tant que sportifs, le plan il se passe sur 4 ans. Sauf que le cerveau, il n'est pas fait pour se projeter dans 4 ans. Physiologiquement, le cerveau, il faut lui mettre des petites récompenses quotidiennes ou biquotidiennes. Et donc, ok, il y a 4 ans, Léon, il a dû mettre sur un papier, je vais être champion olympique. Mais entre-temps, il a mis, dans 2 ans, je vais être champion du monde. Et surtout, tous les jours, toutes les semaines, il se met des caps à passer. Moi, j'aime bien, quand j'étais sportif, avec mon préparateur mental, on avait essayé d'imaginer comment pouvoir visualiser toute cette progression. Et j'aime bien l'idée d'inertie, en fait. Une voiture en panne. Moi, j'imaginais une voiture garée devant le cercle des nageurs, juste en bas, là. Et je me disais, OK, dans 9 mois, les championnats du monde, ils sont, peu importe où ils sont, je dois y aller avec ma voiture. Et comment je fais pour y aller avec cette caisse ? Le premier, c'est de faire bouger cette voiture. Et en fait, comme une voiture en panne, le plus difficile, c'est de faire les premiers pas. Et je me disais, maintenant que j'ai commencé à faire avancer cette voiture, c'était me remettre au sport, comment je fais pour aller plus loin ? Et d'abord, en tant que sportif, je me crée un corps, parce qu'on sort de vacances, donc il faut resculpter tout ça. Il faut refaire du fond, il faut renager des longueurs et des longueurs. Et en fait, moi j'avais cette image de la voiture. Il y a des journées où tout se passe bien, l'entraînement se passe super bien, on est en forme, on a plein d'énergie, on est sur un flot pas descendant, la voiture elle roule à 8 km/h. Et à un moment donné, ça monte un petit peu, il y a des dos d'âne, il y a des nids de poules, et là en fait on a juste envie de s'asseoir sur la jante et dire putain, journée de merde, on attend demain quoi. Et je crois que la différence entre quelqu'un qui gagne un Léon Marchand et quelqu'un qui est juste bon, c'est que Léon il a jamais arrêté sa voiture en fait. Même les journées où c'était un enfer, il a réussi à réadapter ses objectifs à la journée et en fait il a eu toujours l'impression de toujours avancer vers l'objectif. Et en fait ça amène aussi quelque chose de super positif parce que quand on s'arrête et qu'on s'assoit sur le bord de la voiture en disant aujourd'hui c'était trop dur, j'ai été trop nul, je suis resté au même endroit, c'est super dur de repousser cette caisse et de refaire les 3 premiers km/h. Alors que si on arrive à adapter, au lieu d'être à 5 km/h, on descend à 2, et c'est pas grave, on fait moins de trajectoire, mais on a toujours l'impression d'avancer, ça amène le positif, et en fait ce positif, le cerveau en a besoin, c'est un peu des petites récompenses, et on a tendance à l'oublier dans le monde dans lequel on est, où on est tout le temps... quand on se couche, il nous reste toujours des mails à faire, il nous reste toujours des messages à répondre. Et on peut se dire, merde, il manque encore tout ça à faire. Ou alors on peut se dire, aujourd'hui, j'ai donné mon 100%. Et en fait, une fois qu'on se dit ça, c'est beaucoup plus positif. Et moi, pour accentuer le côté positif, après chaque séance, pour me dire, j'ai encore avancé cette voiture vers mon objectif, je me donnais une petite récompense. En fait, le Camille qui est devant vous, là, il n'était pas équipé pour être champion du monde, donc je m'étais créé une armure de sportif de haut niveau. Cette armure, évidemment, a été construite de travail, de confiance. Et pour la valoriser, je lui donnais les petits champignons de Mario Kart, vous savez, les rouges et blancs, là, comme ça. Et après chaque séance, quand je me disais « yes, j'ai encore avancé vers le plus haut niveau », je me donnais ce petit champignon, je faisais le petit bruit aussi, je faisais le petit comme ça, et j'avais l'impression en fait de m'armer, de pouvoir être plus fort et plus solide pour atteindre
le reste du monde. Et en fait, tous ces petits champignons, quand on les cumule et quand on arrive sur notre objectif, bah, on arrive en confiance et on arrive un peu plus serein. Et comment on fait justement quand on vit des écueils? Par exemple, on se prépare une année pour une compète, on a un championnat dans le cours de l'année, on fait un résultat complètement pourri à ce moment-là. Comment tu arrives le lendemain dépasser ça, à trouver la force et la ressource d'y trouver du positif et de repartir? Bah, les échecs, c'est un peu comme toute proportion gardée, comme un deuil. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se plante, la première réaction, c'est « non, pas moi, c'est pas possible ». Enfin, genre, demain, je vais me réveiller, c'était un mauvais rêve. Ça, c'est humain. Ensuite, il y a la colère. D'abord contre les autres et après contre soi. Et ensuite, il y a l'acceptation et la tristesse. Et en fait, l'idée, quand on est sportif de haut niveau, c'est de passer les 2 premières étapes et d'arriver à la 3e le plus vite possible sur l'acceptation, de passer la colère et la tristesse et d'arriver sur l'acceptation pour progresser et se dire, OK, qu'est-ce qui a merdé en fait. Et moi, ça m'est arrivé une fois... à 1 mois des championnats du monde, je suis pas d'accord avec mon entraîneur. Pour le coup, je m'entraîne trop et je commençais à avoir de l'âge. J'avais déjà 30 ans. En piscine, c'est beaucoup. Et je continue à faire autant de longueur. Je disais, là, j'arrive dans une fatigue qui devient déraisonnable, quoi. Je vais commencer à tomber du côté négatif, quoi. Et il me disait, non, c'est moi le coach, tu m'écoutes, tu me suis, et c'est pas parce que tu as 30 ans que tu vas dicter tes règles. Et donc, je suis un petit peu ça, mais en disant, ouais, j'ai pas trop envie d'aller là-dedans. Et quand on fait la compète, je me plante, mais royal, quoi. Je fais une finale B, donc je rentre même pas dans les 8 premiers. Alors au-delà du résultat, c'est pas grave, mais en fait ça impacte psychologiquement les adversaires aussi, de se dire bon, la cour il est mort, quoi. Et c'était pas forcément ce que j'avais envie qu'il pense. Et là il y a un gros clash avec mon coach. Et d'abord on est vraiment en colère l'un contre l'autre, et ensuite on dit bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit bon, l'avantage c'est que je t'ai pas écouté, c'est un fait. Il me dit maintenant on va essayer d'évoluer, qu'est-ce qu'on peut faire? L'avantage, c'est qu'on avait trop travaillé. Si on n'avait pas assez travaillé, ça aurait été un problème qu'on n'aurait pas pu résoudre. Mais là, on s'est juste mis au repos. Et donc, il nous restait 6 semaines avant les championnats du monde. Normalement, je me repose 3 semaines. C'est-à-dire que l'entraînement est normal jusqu'à 3 semaines des championnats. Et à 3 semaines, on commence à vraiment ralentir pour redevenir en forme. Et là, on a commencé ça 5 semaines avant. Et en fait, j'avais l'impression... je suis quelqu'un de très visuel, la voiture, le petit champignon. Moi, les grands championnats, c'est le mont Everest à chaque fois. Et donc, à 5 semaines des championnats du monde, je lève la tête pour être champion du monde, pour atteindre ce sommet. Et je me dis, mais je suis tellement loin, tellement loin. Et je vais voir mon préparateur mental en disant, c'est irrécupérable en fait. Je suis épuisé. Voilà, je sais l'état de forme que je devrais avoir et je vois mon état de forme. Ça va pas le faire, quoi. Et là, il me dit... écoute, déjà, on n'est pas dans 5 semaines, donc tu te reconcentres sur le moment présent, parce que c'est ça la clé. Là, tu es trop dans 5 semaines et ça t'épuise. Et puis, tu vas gérer simplement ce que tu peux gérer. Avec l'âge, j'ai appris que ça s'appelait la philosophie du stoïcisme. Et c'est genre ne pas perdre d'énergie sur ce qu'on ne peut pas gérer et tout utiliser pour changer ce qu'on peut faire évoluer. Et donc, je me suis dit, ok, d'accord, donc je buvais beaucoup d'eau, j'allais voir le kiné, je dormais, je faisais attention à ce que je mangeais, encore plus que d'habitude. Et j'arrêtais de lever la tête pour voir le sommet, quoi. Je faisais marche après marche. Et en fait, au bout de 3 semaines, il m'a dit, là, maintenant, on va en rediscuter. Où tu te vois par rapport à cette montagne? Et je lève la tête et je dis, putain, c'est vrai qu'il y a eu quelques séances quand même qui m'ont rapproché très très vite de ce sommet. Et je peux rêver d'être champion du monde dans 15 jours. Et il me dit, bon, maintenant, tu peux lever la tête et avancer plus fier qu'avant. Et en fait, je crois que c'est vraiment ce moment présent où... on est en fait dans ce concept où on rêve d'y arriver, mais c'est tellement haut que c'est effrayant. Et il faut se reconcentrer vraiment focus. Et le jour où tu arrives dans le bassin, on appelle ton nom, où tu t'élances, là, qu'est-ce qui se passe en fait dans ta tête à ce moment-là? Tu es complètement dans ta bulle. Comment tu arrives à t'isoler justement pour te reconcentrer sur cet objectif sans prendre peur en fait? Là, c'est cette armure justement que je me suis construit depuis des années, et puis avec tout ce travail, toutes ces longueurs. Et en fait, cette armure, j'adore y rentrer parce que c'est vraiment une personnalité qui est très loin de la mienne. C'est-à-dire que dès que j'arrive sur les grandes compétitions, je suis le plus fort, le plus beau, le plus intelligent, et j'en suis convaincu. Hein. Mais vraiment, quoi. Et en fait, je crois beaucoup en l'aura, en ce qu'on dégage, à ça. Et quand j'arrivais sur le bord des compétitions internationales, je me disais, ok, là j'ai l'armure, il faut que tout le monde voit que j'ai l'armure la plus brillante. Et donc c'était des trucs stupides qui peut-être n'impactaient pas forcément les autres,
Mais quand eux marchaient vite, moi je marchais doucement. Quand eux marchaient doucement, moi je marchais vite. Et j'avais envie de leur montrer, genre, vous êtes à ma compète. Et tout ça, je pouvais me le permettre parce que cette armure, elle était béton, quoi. Déjà, à cette époque-là, je savais à peu près qui j'étais en tant qu'athlète. Et tout le travail qui avait été fait me permettait de me mettre dans ce rôle-là. Et quand j'approchais de la compétition, cette armure, elle me servait de plus en plus. Et quand j'arrivais derrière le plot, après, c'était vraiment le plan d'entraînement qui avait été préparé et vraiment minutieusement mis en place qui fait qu'on peut réussir. Et cette armure, justement, quel conseil donnerais-tu aujourd'hui aux entrepreneurs qui s'apprêtent à aller faire une grosse levée de fonds, qui s'apprêtent à vivre des moments clés pour leur boîte? Quel conseil leur donnerais-tu pour qu'ils construisent cette armure? Alors, j'ai pas l'arrogance de pouvoir vous donner des conseils, juste des petits partages d'expérience. Je leur dirais déjà de rester dans le moment présent. Je crois que moi j'ai vécu des moments très compliqués dans ma carrière où justement soit je voyais trop loin. Le plus compliqué ça a été après 2012, je me suis planté et je me reprochais la défaite où je me disais dans 4 ans je serai champion olympique, mais c'était trop loin, trop truc. Et en fait j'avais juste oublié d'être au moment présent, de digérer ces choses-là, donc de vraiment faire les choses au jour le jour, d'essayer de se récompenser aussi et de récompenser ses équipes parce que dans le monde dans lequel on vit, on ne fait jamais rien seul. Et dire un c'est bien à quelqu'un ou de se dire un c'est bien, ça fait du bien. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Enfin, voilà, ces petits champignons, là, alors vous imaginez, si vous aimez les bons becs, vous pouvez mettre une fraise tagada, peu importe. Mais c'est super important, le cerveau en a vraiment besoin. Et aujourd'hui, s'il y a autant de burn-out, c'est que, en fait, tous les efforts qu'on donne, le cerveau n'a aucune récompense, quoi. Donc ça peut être des récompenses du patron qui dit c'est bien, ça peut être des récompenses financières, ça peut être des récompenses diverses, mais il faut les avoir. Et de temps en temps, on ne se rend pas compte, mais juste que nous, on s'auto-satisfait de ce qu'on fait, c'est vraiment important. Donc déjà, je dirais, donnez-vous à 100%, parce que c'est la seule chose qu'on peut vraiment gérer, en fait. On ne peut pas gérer la réaction des autres. Moi, quand j'étais dans une piscine, la seule chose que je pouvais gérer, c'était ma préparation. Et en fin de compte, j'ai eu la chance de gagner, j'ai eu la chance moins de chance, mais j'ai eu la malchance de perdre. Et c'est ça qui est beau aussi dans la réussite, c'est que c'est pas systématique, quoi. On peut se donner à 100%, mais en fin de compte, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas allé, qui auraient pu nous permettre d'encore progresser, de devenir meilleur. Et c'est l'échec qui nous permet de le faire plus tard. Et en fait, en France, on voit souvent l'échec comme une fin en soi, ce qui est tout le contraire des États-Unis. Et c'est ce que j'essaye de faire passer, c'est que l'échec, en fait, c'est le début de quelque chose, quoi. Depuis tout petit, on nous apprend à échouer à l'école pour un exercice de maths, on le fait, on n'y arrive pas, pour que le jour du contrôle, on y arrive. Et en fait, il faut dédramatiser l'échec, même si des fois, c'est super dur, et je sais, j'en ai vécu des très très forts. Une fois qu'on s'écarte un peu niveau temps et niveau émotionnel de cet échec-là, on se dit « Ah, j'ai encore progressé, j'ai encore grandi ». Donc voilà, en fait, je vais pas dire n'ayez pas peur de l'échec parce que c'est trop négatif, mais je vais dire allez-y à 100% et peu importe ce qui va arriver, ce sera du positif. Alors peut-être pas à court terme, mais en tout cas assez rapidement. Toi, ils t'ont appris quoi tes échecs? Je pense aux JO notamment. Ouais, déjà ils m'ont appris que on peut avoir énormément de mains tendues au-dessus de nous. Quand on n'a pas envie de lever la tête pour les attraper, on ne lève pas la tête pour les attraper. Donc il y a des moments où on est dans le dur, il faut faire ce deuil, il faut l'accepter. Et ce qu'ils m'ont appris, c'est que une fois qu'on décide d'affronter ça, on se relève plutôt assez vite et on arrive à surmonter ça. Et donc en fait, j'ai énormément de respect pour, alors on se connaît évidemment pas, mais pour tous les entrepreneurs, et je rêve d'en être un, parce que à un moment donné, vous êtes dit, ok, l'échec c'est une possibilité de ma vie, mais j'y vais à fond, et si ça arrive, ce sera pas une fin. Et je trouve que c'est ça ce que j'ai appris de ma carrière, c'est que voilà, on peut poser un genou à terre, ça arrive, de temps en temps, y a la conjoncture, il y a des choses qui rentrent en jeu et qui nous font mettre un genou à terre. Par contre, on peut toujours se relever et c'est ça qui est beau. Et voilà, c'est pour ça que la vie elle est aussi intense, c'est qu'il y a des bas pour nous faire vivre des très hauts. Et avec toi, la question de la journée, elle est relativement facile puisque tu es entrepreneur aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, je te laisse carte blanche et tu choisis de monter une boîte, qu'est-ce que tu fais? Je commencerai par venir ici. Alors pas parce que c'est le Grand Bain. J'avais prévu de faire ce jeu de mots en rentrant en disant on m'a proposé de venir ici. Juste le titre, je dis je pouvais pas le refuser. Ouais, c'était facile. Et
En fait, ça fait quelques temps, quand à la fin de ma carrière, je me suis mis au golf. Parce que j'avais du temps et je suis tombé amoureux de ce sport et à un moment donné je suis redescendu à Marseille et j'étais sur la piscine du Cercle des Nageurs et j'étais avec un pote, il me dit on serait pas bien à taper des balles là dans l'eau et maintenant ça fait 3-4 ans et je rêve de créer des balles biodégradables, sauf que je ne trouve personne capable de développer ça, donc j'ai fait appel à un chimiste, à plein de monde qui m'ont donné des formules, mais aucune usine pour pouvoir les créer. Donc voilà, je me mets ici devant vous. Je serai pendant quelques temps présent après cette prise de parole. Et si quelqu'un dans cette salle peut m'aider à développer ça, ça me permettra de vous raconter comment je serai dans 10 ans. Donc auto-entrepreneur avec des balles biodégradables, histoire de s'amuser dans la mer. Et puis peut-être qu'il y aura des moments compliqués, mais on se relèvera. Toujours. Je pense qu'il y a de quoi dans la salle quand même. Hein. Vous allez aider Camille à monter sa boîte. Si vous me cherchez, je suis le plus grand en bleu. Merci beaucoup Camille. Merci a été absolument ravis de t'avoir. Avant de partir, et puisque c'était la clôture du Grand Bain, je vais vous demander de vous lever et on va faire un petit selfie avec Camille, tous ensemble. Ce sera sympa. Et après, vous restez quand même parce qu'on va faire une petite conclusion, remerciements, etc. C'est triste un peu. 1, 2, 3. Merci beaucoup, Camille. À plus tard. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous. C'est l'occasion de remercier aussi tous nos partenaires. Je veux bien qu'on les affiche derrière. Grâce à vous, on peut faire chaque année ce grand bain. La French Tech peut mener ses actions sur le terrain, donc que ce soit les collectivités ou les partenaires privés. Un grand merci d'avoir été avec nous. Je vais appeler tout le conseil d'administration de la French Tech, les équipes aussi, à venir sur scène et de les applaudir très très fort, parce que c'est grâce à vous qu'on a pu faire cet événement, à la fois les bénévoles et les salariés de la French Tech. Je vais vous demander de venir. Donc, le conseil d'administration, on est 27 et les 5 permanents de l'équipe. Et puis merci à vous, cher public, d'être chaque année super nombreux. On était 1500 aujourd'hui tout au long de l'après-midi à avoir répondu présent. Merci et à l'année prochaine. Merci beaucoup.